Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cet épisode des Journées de la communication institutionnelle. Aujourd'hui, nous allons faire une table ronde autour de la communication digitale et de la communication print. Nous allons voir un petit peu quel avenir il y a pour la communication. Je me présente, je suis Dorian Ziegler, responsable de l'agence Prisma Communication, agence de communication située à Tours. Aujourd'hui, je vais être accompagné de deux intervenants. Monsieur Gomez-Meja, bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter rapidement. Oui, bonjour. Gustavo Gómez Mejía, je suis maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Tours. Et de l'autre côté de la table, j'ai monsieur Thierry Fusalba. Bonjour. Bonjour. Je suis consultant formation, formateur en gestion de risque et en communication de crise, intervenant à l'IUT et également adjoint chargé de la culture et de la communication auprès du maire de Draché. D'accord. On pourra aller chercher sur Google Maps où se trouve Draché. Sud-Touraine. Sud-Touraine, pas loin de Sainte-Maure. En effet, le sujet d'aujourd'hui, ça va être autour de la communication digitale et de la communication print. On l'a vu sur l'année 2020, notamment dans les agences de communication, dans les municipalités ou encore dans les petits commerces de proximité. Il y a eu la nécessité, suite à la crise de la Covid-19, de développer la communication digitale. On a pu voir apparaître notamment tout ce qui est click and collect, qui s'est développé de plus en plus, et notamment depuis octobre dernier avec le second confinement. Mais on a également eu des plateformes, l'équivalent d'Amazon, mais en local, pour pouvoir acheter ses produits frais, etc., et être livré chez soi. Et puis, on a vu aussi le développement de tout ce qui va être réseaux sociaux, avec, pendant le premier confinement, de nombreux artistes qui pouvaient faire, par exemple, des lives et des concerts un petit peu privés à travers notamment Facebook ou Instagram. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que la communication digitale va être, dans les prochaines années, le seul avenir pour la communication ? Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer à répondre à cette question ? Je commence. De mon côté, j'aurais tendance à peut-être prendre du recul par rapport à une vision dualiste qui oppose le digital par rapport à quoi ? D'un point de vue communicationnel, on peut se dire, est-ce qu'on oppose à print ? Est-ce qu'on oppose à une forme de réel présentiel, en reconduisant l'opposition ancienne entre le réel et le virtuel ? Donc, une fois qu'on prend du recul par rapport à la question, je pense que c'est réducteur de penser qu'il y a un motif du type « ceci tuera cela ». Ça a été étudié par les médiologues. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est plutôt comment, à chaque fois, on a des situations qui sont bien réelles, qui convoquent différents types de matérialités. Il faut se dire quelles sont ces matérialités. Donc, vous avez évoqué quelques-unes, le click and collect, les performances en live. On a vu d'autres modalités naître qui convoquent différents types de relations à partir des écrans. De la même manière qu'on peut imaginer aussi, du côté du print, si on prend cette vision, d'autres occasions sans doute des lectures, des consommations de ces supports imprimés. Donc je pense que ce serait réducteur de penser qu'on substitue une communication de manière totale. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Gustavo. Je crois que il y a eu une émergence et une accélération de la communication digitale qui a bénéficié d'un environnement formidablement favorable avec la crise sanitaire qui a créé un confinement et qui a obligé notamment les commerçants, mais pas que, à revoir la culture aussi, à revoir leur offre de services. Mais je crois qu'il ne faut pas opposer la communication numérique à une autre communication qui serait réelle ou qui serait en face-to-face, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Je pense que la véritable question, c'est quelle place va prendre la communication digitale dans les années à venir et comment les autres modes de communication plus traditionnels vont interagir avec elle. Et d'ailleurs, il y a pas d'imperméabilité entre les deux. On voit que des journaux comme Le Monde se sont lancés dans Snapchat, par exemple. On voit que des médias plus récents comme Digital Science ou d'autres sont rentrés dans le portage numérique. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas une sorte de vision manichéenne qui opposerait la communication digitale à la communication traditionnelle. Et je pense que la question qui est posée, qui est tout à fait légitime, doit être à peu près la même
que les journaux se sont posés quand la radio est arrivée, et que les journaux et la radio se sont posés quand la télévision est arrivée, et que les trois se sont posés quand Internet est arrivé. Donc le paysage se reconstruit. On le voit aujourd'hui, on l'a vu en 2020 avec l'arrivée de nouvelles plateformes conversationnelles, comme Discord, comme Twitch, comme Fortnite, comme d'autres, qui étaient pour beaucoup centrés sur le jeu, mais pas que. Et on a vu qu'il y avait une véritable demande qui était liée d'une part à la situation sanitaire qui imposait des contraintes de confinement, mais pas que. Et je pense qu'on pourrait déjà se poser la question sur d'où vient cette appétence pour les nouvelles plateformes digitales de la part des audiences. Je crois que c'est lié aux nombreuses atteintes à la vie privée qu'on a pu voir dans les dernières années, et il y a peut-être une volonté de revenir à des échanges beaucoup plus personnels et beaucoup plus privés. Il y a aussi la masse d'informations qui a été distribuée par les médias numériques traditionnels. On a parlé même d'infobésité, et puis, il y a d'autres raisons, probablement, qui font que les audiences, maintenant, n'ont peut-être un peu assez de ces réponses un peu trop marketées, et cherchent une nouvelle communication digitale qui serait beaucoup plus orientée vers la créativité et vers l'échange un peu plus personnel et des communautés un peu moins grandes. De là à penser comme, je crois que c'est Frédéric Cavazza, le patron de Cisc, qui a dit que c'était la fin de la civilisation de l'écrit. Je crois qu'on n'en est pas encore là. Et je crois que l'écrit a encore sa place à trouver entre communication numérique et communication traditionnelle. Oui, l'écrit est toujours énormément demandé dans les entreprises. Enfin, on le voit dans tout ce qui va être encore communication interne, où c'est encore très développé, le papier est encore très présent. Aussi, dans tout ce qui est municipalité, et j'en sais quelque chose, on travaille encore beaucoup sur le print. Gustavo, vous vouliez réagir à ce que M. Fusalba a dit sur certains points? De mon côté, peut-être aussi, une fois qu'on a pris de la distance par rapport à la question formulée de manière un peu manichéenne ou binaire, le constat qui s'impose, qui a été évoqué, de constater qu'on n'a jamais autant pratiqué les écrans, effectivement. Donc, de voir comment, en l'espace d'une dizaine de mois, d'une année, grosso modo, on explore finalement les plis des écrans, on découvre justement des affinités, des résonances particulières entre certains types d'intentions communicationnelles et certains types de formats de plateformes. Et ça, c'est d'un point de vue professionnel, culturel, même civilisationnel, très intéressant de voir comment on a assisté à une appropriation en masse des plateformes qui étaient peut-être déjà dans les usages, dans les habitudes de certains milieux, des gamers, qui étaient comme des avant-gardes, entre guillemets, d'appropriation sociétale plus large. Et je pense aussi à l'intérêt d'articuler la question de l'écrit de manière beaucoup plus large, en fait, de ne pas les cantonner à une pratique de support écrit imprimé, mais de considérer que tout l'univers de ce qu'on appelle le digital est un univers d'écriture, en fait. Donc, qu'il nous faut élargir peut-être notre palette de ce qu'on considère l'écrit à des genres qui sont devenus usuels, comme le post, le hashtag, la story, le mème sur TikTok. Ce sont des écritures. Il y a des codes et les acteurs sociaux y ont recours au quotidien. Donc ça, c'est aussi peut-être quelque chose qu'on peut constater comme ayant été intégré au cours des derniers mois. J'ajouterais pour information au sujet de tout ce qui va être Twitch, les nouvelles plateformes, sur les 2 confinements, en moyenne, il y a quand même 3 millions de streams qui sont diffusés chaque jour sur la plateforme Twitch. Ça représente des millions d'auditeurs par jour. Et comme M. Fusalba disait il y a quelques minutes, aujourd'hui, ces plateformes-là qui justement,
comme ça a été souligné, était un peu un marché de niche pour les gamers. Aujourd'hui, il y a des universités qui donnent leurs cours sur Twitch. Alors, c'est souvent des universités privées, mais voilà. Il y a aussi énormément de culture qui est présente sur ces plateformes-là. Et Zoom, qui est du coup tout ce qui va permettre de faire des réunions en visio. Et aujourd'hui, l'application la plus téléchargée sur l'année en fait 2020, c'est l'application qui a été la plus téléchargée sur les PC, justement pour pallier au manque de physique. J'ai noté quelque chose sur le réel et le virtuel. Vous avez tous les deux dit que il y avait la communication, il y avait une différence entre une communication réelle et virtuelle. Est-ce que l'un d'entre vous peut m'expliquer ce point de vue sur le réel ? En quoi, pour vous, une communication numérique n'est pas une communication réelle ? Non, justement, moi j'ai dit qu'il y avait une énorme porosité entre les deux et qu'on ne pouvait pas avoir une vision manichéenne. La communication, c'est toujours un échange de messages entre deux personnes ou deux groupes de personnes, in fine. Quel que soit l'outil que vous utilisez, que ça soit un journal, que ça soit une radio ou que ça soit un outil numérique, le système reste le même. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on oublie qu'on s'adresse à des personnes. Et ça débouche sur tout ce qu'on voit, c'est-à-dire le harcèlement, les fake news, les rumeurs, tout ce qui fait du tort finalement aux personnes sur les réseaux sociaux. C'est probablement du fait des auteurs, pas que, mais qu'ils oublient qu'au bout de la ligne, de l'autre côté de cet écran, même de l'autre côté de l'emoji ou de l'avatar, il y a une personne humaine qui a ses propres doutes, ses propres angoisses, ses propres espérances. Donc on peut pas si vous voulez, on ne peut pas affronter le réel et le virtuel comme ça. Parce qu'il y a une énorme porosité, on le voit dans les situations de crise, on voit les situations de crise qui démarrent sur les réseaux sociaux, les annonces qui sont faites notamment, mais pas que, par les associations sur la condition animale, One Voice, L214, etc. Et c'est repris dans les journaux, et puis ça devient sur la place publique dans les médias traditionnels, et puis les médias publics passent à autre chose parce qu'on est dans une génération du zapping, et ça rebascule sur les réseaux sociaux, un peu comme le feu qui brûle sous la cendre. Donc si vous voulez, la communication aujourd'hui, si je prends le réel et le virtuel, je la comparerais un peu à un serpent de mer, une partie au-dessus de l'eau et une partie en dessous. Voilà, une partie ouverte et une partie fermée. C'est la raison pour laquelle, mais c'est aussi mon dada, je pense que l'avenir de la communication, c'est pas le virtuel, et que la communication telle qu'on la connaît effectivement va disparaître, mais elle va pas disparaître pour laisser place à la communication virtuelle, elle va disparaître pour laisser place à une notion qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus vague et j'allais dire presque beaucoup plus inquiétante, qui s'appelle l'influence. Et je pense que de plus en plus, ça va prendre de l'importance dans la communication, et on pourra y revenir sur ce qu'englobe l'influence qui dépasse largement la communication traditionnelle. Mais on le voit déjà avec l'affaire de Trump et des tweets, Facebook, etc. etc. D'accord. Monsieur Gomez, sur ce sujet-là... Oui, peut-être que l'une des seules bonnes choses de cette crise sanitaire, c'est de rompre peut-être de manière nette avec le vocabulaire du virtuel qui s'est installé là comme une habitude de pensée un peu simpliste. C'est intéressant de voir qu'on peut démonter cette catégorisation du réel versus le virtuel en insistant sur deux expériences qui sont devenues récurrentes. D'une part, la prise de conscience des contextes de communication. C'est-à-dire que les contextes de communication numérique sont tout aussi réels et concrets. Et on a l'habitude maintenant, dans un monde qui voit les matérialités des écrans, qui sait quelles sont les possibilités de tel ou tel outil de manière très physique. Hein. On ressent des choses quand on bascule des Zoom à Teams. On a une expérience qui est très concrète, très réelle. Hein. On sait ce que ça veut dire d'avoir un bug de connectivité. Ça vient d'une dimension existentielle. Et si on a des problèmes d'Internet chez soi, on les ressent. C'est très réel, très concret. En plus, ça a été dit par Thierry, on voit bien la dynamique constante qu'il y a entre les problèmes de l'agenda dans l'espace public de chaque journée et les dynamiques des réseaux. C'est-à-dire que notre vécu politique, nos causes
existent dans les écrans. Donc, s'il y a peut-être une bonne chose dans cette expérience culturelle un peu traumatique qu'on vient de faire ces derniers mois, c'est de se séparer peut-être d'un adjectif qui était encombrant. Alors moi, je vais faire le bad cop. Je dirais il y a aussi l'autre côté de l'histoire, c'est aussi il ne faut pas que la communication digitale et numérique débouche sur une espèce de tyrannie de l'information, où il y aurait une minorité qui maîtriserait les supports et les outils, qui aurait accès aux possibilités de connexion, tu en as parlé Gustavo, d'où l'importance de bien couvrir l'ensemble du territoire, il ne faut pas qu'il y ait des zones blanches, et puis ça va poser un véritable problème d'éthique, parce qu'avec toute la communication numérique telle qu'elle va se développer, ce qu'on commence à appeler les logiques de data marketing, ou le marketing augmenté, avec les systèmes connectés, les produits connectés et interconnectés, il va falloir nécessairement réfléchir. Alors, j'aime pas dire sur une législation sur Internet, parce que dès qu'on parle de ça, ça fait bondir, mais il faudra forcément qu'on envisage une forme d'éducation à l'utilisation de la communication numérique. Après tout, on nous dit qu'Internet est une arme, et on le voit régulièrement. On ne met pas une arme entre les mains d'un enfant et on ne met pas une arme entre les mains d'un adulte sans lui avoir expliqué les dangers et comment on la manipule. Donc il y aura peut-être effectivement de ce côté-là un gros travail. Et c'est peut-être là que la communication, j'allais dire traditionnelle, aura son expérience et son expertise à apporter. Elle qui a connu depuis des décennies déjà ce genre de problème à d'autres échelles. Et alors sur la partie digitale, donc on a parlé principalement de la communication numérique de manière générale. On le sait, la communication numérique, donc la communication de manière globale. Il y a le numérique, il y a le print, mais il y a aussi plein d'autres formes de communication, notamment la communication orale. Est-ce que pour vous, le fait d'avoir aujourd'hui la présence de nombreux médias virtuels a une influence sur notre communication orale? Est-ce que c'est positif, négatif? Je vais vous donner un exemple concret. Je travaille du coup pour la ville de Vouvray, pour qui, sur les vœux de fin d'année, au lieu de réaliser des vœux traditionnels avec la mairesse qui parle face à l'écran, ils ont préféré faire de belles images en drone de leur ville. Donc la question est, est-ce que dans le futur, cette hyperconnectivité, comme vous en avez parlé tous les deux, peut influer sur notre communication orale? Est-ce que ça peut modifier notre rapport à notre voix? Peut-être Gustavo pour commencer. C'est une question très intéressante, qui est une question ouverte. Il me semble que nous sommes en quelques lustres devenus des observateurs des nouvelles présences numériques. Je prends ces mots, c'était Luis Merzo qui parlait plutôt des présences numériques que d'identité numérique. Et c'est intéressant de voir comment on décline des modalités à l'écran. On a vu peut-être des formats déjà assez installés. On voit l'oralité d'un youtubeur, par exemple, qui devient sa marque de fabrique, sa présence dans sa chaîne, dans ses vidéos. Mais on voit aussi la présence d'une influenceuse dans des stories. Et c'est encore un autre type de présence. Donc il me semble que l'oralité n'est pas quelque chose qu'on peut penser désormais comme étant dissocié d'un format. C'est toujours la rencontre d'une certaine présence qui passe par une corporéité, une présence du corps, mais aussi une oralité par rapport à un format, de la même manière que pour celles et ceux qui s'aventurent dans les domaines des fabrications de TikTok, on travaille d'autres régimes de présence, de la même manière qu'on a dû tous s'habituer à notre propre présence et à notre propre oralité à travers des visioconférences. Je pense que entre 2018, quelqu'un qui pratique Skype, par exemple, je prends une médiation déjà un peu datée, et qui n'a pas trop l'habitude de son image à l'écran ou d'entendre sa voix, et quelqu'un qui traverse une pandémie et qui sait pertinemment quelles sont ses postures, ses intonations, qui réfléchit même à son cadrage, ceux qui se prennent en proximité, ceux qui élargissent, ceux qui travaillent leur décor. Donc la question de l'oralité, à mon sens, est à recontextualiser dans ces contextes plus larges du format. Thierry, sur cette question. Oui, c'est une bonne question, mais moi je crois qu'au contraire, les outils numériques
la communication numérique, ça va être le règne de l'oralité. On le voit avec les plateformes qui ont le plus de succès. Hein. Vous avez SoundCloud, vous avez YouTube, vous avez Snapchat quand on met ces petites phrases, ces petits machins. C'est surtout dans le parler. Hein. L'écrit reste quand même très limité. Twitter, mais vous avez 120 signes et c'est pas vraiment du français. Après, vous avez effectivement la communication numérique traditionnelle sur les sites internet et encore les blogs et les choses comme ça. Mais je crois qu'il y a un véritable mouvement qui justement va aller vers l'expression orale et vers la mise en scène de soi-même. Et l'image et le son. L'écrit, c'est peut-être là ce que voulait dire Cavazza, c'est l'écrit va, dans les outils numériques modernes, va probablement s'effacer. Et en même temps, vous avez des possibilités énormes avec les systèmes de traduction automatique, les traducteurs intégrés, instantanés maintenant dans les réunions internationales. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a deux façons d'aborder les outils numériques, la communication numérique qui serait selon moi dangereuse. La première, c'est de croire que c'est une catastrophe et que ça va être la fin de ce qui a fondé notre société, c'est-à-dire l'écriture de Gutenberg et toute la littérature. Et l'autre, c'est exactement l'inverse, c'est de croire que c'est la panacée et que ça va tout régler. Encore une fois, c'est un outil. Donc un outil, la qualité d'un outil ne vaut que par la maîtrise de l'artisan. Et si on en fait bon usage, je pense que c'est une formidable fenêtre ouverte sur le monde et sur la science. Et si on en fait un mauvais usage, et aujourd'hui j'ai peur que ça soit essentiellement ça, pas forcément consciemment, mais qu'on utilise mal les outils numériques, j'ai peur qu'on arrive par un mouvement de balancier vers un confinement numérique des libertés. Je sais pas si l'exemple est bien suivi, mais une espèce de Covid numérique qui nous obligerait à regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, Twitter France fait un peu le ménage, a fermé le compte de L214 qu'il avait publié des photos de cochons ensanglantés, a fermé le compte de Trump et ça a fait toute une histoire. On s'est demandé est-ce qu'une plateforme a le droit comme ça de s'arroger un droit d'expression. Donc le véritable danger, il est là en fait. Il est dans un problème d'éthique, de contrôle, de législation et d'éducation, mais comme à peu près tous les pans de la société. Hein. Comment peut-on être présent physiquement à travers le digital ? Et donc, je vais d'abord laisser la parole à Gustavo. À moi, ce coup-ci. Ah bah, Thierry. On va changer, c'est la deuxième partie. C'est parti. Non, j'ai pas spécialement de choses à dire, si ce n'est que c'est le fondement de la communication. Vous communiquez pas si vous n'avez pas un message à faire passer, si vous cherchez pas à convaincre ou influencer, appelez ça comme ça quelqu'un. Sinon, c'est du bavardage. Et pour faire ça, il faut être présent. Un des immenses avantages, peut-être même le seul, de cette explosion des réseaux sociaux et de la toile et du web bientôt 3.0, c'est que, étant donné qu'on ne peut pas être partout tout le temps, il va falloir dessiner ce que certains auteurs appellent une communication de contour, vous voyez. Et c'est le retour en force de la stratégie pour ça. C'est-à-dire que moi, j'ai connu le métier de communicant, je le dis souvent à mes étudiants, j'ai connu le métier de communicant de la vieille époque où on découpait dans la Nouvelle République les articles et puis on regardait un petit peu, on écoutait à la radio, on écoutait un petit peu les journalistes, mais tout ça c'est fini, quoi. Étant donné que vous avez à peu près, je ne sais pas combien, 8 ou 10 millions de pages internet qui se créent par jour, c'est impossible. Et donc il va falloir que vous créiez une espèce de communauté, et c'est le terme communauté, et que dans cette communauté que vous aurez identifiée, vous allez devoir être présent. Mais la première étape à faire, avant de marquer sa présence, c'est déjà de borner la zone où vous voulez être. C'est de construire, un peu comme disait Syntex, c'est de construire votre citadelle de communication. Et ça, c'est une des nouveautés du numérique. Pour moi, le méthodologiste et le stratégiste, je pense que c'est un atout incroyable. Parce qu'on était parti un petit peu partout à parler un peu de n'importe quoi. Et là, ce développement de la communication numérique, ça va nous obliger, ou ça va obliger le communicant, qui sera à la fois un communicant numérique et un communicant traditionnel, j'allais dire, je ne sais pas comment on peut dire ça, ça va l'obliger à repenser son métier et à peut-être revenir aux fondamentaux de ce qu'est la communication,
c'est-à-dire un émetteur, un récepteur, un message à faire passer en utilisant un support qu'il va falloir choisir. Gustavo, sur cette question de la présence, quel est votre point de vue à vous ? Pour moi, d'un point de vue peut-être plus académique, c'est un problème qu'on essaye de situer avec différentes coordonnées problématiques. Je pense que pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur le choix de la forme du message, on est dans un cadre qui invite à penser ce qu'on nomme la multimodalité. La multimodalité, c'est le fait que vous avez dans un seul et même écran de l'écrit, de l'image animée, du son, peut-être des interfaces haptiques qui se rajouteront. Donc il y a une multimodalité, un caractère un peu composite des messages qu'il faut penser pour la présence. Il y a peut-être une autre coordonnée problématique qui est celle des contextes, en fait, de cette présence et de l'enjeu que suppose la circulation des productions qui se trouvent sur le web. Comment, d'un contexte à un autre, le texte produit en ligne va trouver d'autres résonances, d'autres enjeux. C'est ce que Yves Jeanne appelle la trivialité, le côté circulant des choses qui s'altèrent, qui, d'un côté, vont trouver des fans, de l'autre côté, vont générer des polémiques. Et on vit dans ce monde-là où les circulations affectent beaucoup les dynamiques communicationnelles. Pour peut-être aussi débattre sur la question de l'intentionnalité, je pense qu'on a affaire aussi à des présences qui, des fois, dépassent les sujets. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours une présence numérique intentionnelle. Je prends, par exemple, en considération des outils qui génèrent des statistiques sur ce que vous faites ou pas. Donc, on a aussi peut-être à considérer cette forme de tracking ou de détection des choses dont on ne se rend peut-être pas compte en tant que sujet. Et enfin, je rejoins ce qui vient d'être dit sur l'enjeu des communautés, ou en tout cas des publics fragmentés, spécialisés, peut-être dans une posture plus professionnelle. Comment va-t-on trouver des espaces, des solidarités, d'expériences partagées à distance on le voit déjà, hein. Il y a des relations assez étroites entre les publics et les figures des réseaux. Oui, moi, si je peux juste rajouter une chose, je crois que c'est... Je le redis parce que j'en suis fermement convaincu, je pense que ça représente à la fois un challenge et une véritable opportunité pour la communication. Et notamment pour ceux qui aspirent à occuper des postes de communicants. Maintenant, le communicant, ce n'est plus le chargé des relations presse, ça c'est un terme qui devrait disparaître. Ce n'est plus le chargé de communication interne ou externe, parce que les deux maintenant doivent être fusionnés. Je ne comprends pas encore que... Enfin, je comprends, mais je trouve que c'est très dangereux de séparer de manière arbitraire les deux au sein d'une organisation, puisqu'il y a une telle porosité entre les deux que ça devient compliqué. Ce n'est plus le simple relation média. Le communicant devient un véritable conseiller auprès des décideurs. Et il a à la fois une approche technique, c'est-à-dire qu'il doit à la fois maîtriser des outils qui changent très très vite, qui évoluent en permanence, même s'il peut s'appuyer sur des community managers ou sur des personnes qui appartiennent à la division informatique. Il doit quand même les maîtriser. Et il doit avoir à la fois cette approche généraliste. Donc il doit avoir une approche de spécialiste et de généraliste. C'est un véritable challenge. Et si je peux me permettre, et je ne le dis pas pour l'IUT, mais je trouve que la formation des communicants devrait être renforcée dans beaucoup d'universités où j'enseigne et qu'on devrait vraiment mettre le paquet, si j'ose dire, pour former au-delà des gens qui sont simplement capables de rédiger un communiqué ou de faire un plan de com, de former des véritables stratèges en communication qui sont capables de conseiller leur hiérarchie, d'éviter notamment les crises médiatiques qui sont toujours catastrophiques dans une société où le faire savoir est devenu plus important que le savoir-faire. Bah, j'ajouterais, si je peux me permettre par rapport à ça, qu'en effet, pour gérer une agence et du coup l'image de certaines marques sur les réseaux, c'est quand même quelque chose qui est indispensable. Et notamment, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire la formation de l'IUT et ça m'a beaucoup aidé. Mais en effet, il y a cette nécessité aujourd'hui de savoir où on va et comment on y va.
et vraiment d'établir une stratégie, notamment sur le digital, et c'est ce que vous avez souligné tous les deux. Aujourd'hui, le digital, on ne peut pas être sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, etc. Il faut vraiment choisir bien ces réseaux et y communiquer de manière méthodique. Et ça, c'est sûr que c'est un des points indispensables sur la présence des réseaux. Et je pense que tous les deux, vous l'avez suffisamment souligné. Après, une autre question qui en découle, en fait, ça va être tout ce qui va être modération. Puisque après avoir vraiment fait ce travail de présence et de choix stratégique sur les réseaux, sur le digital, YouTube, etc., la deuxième question qui en découle, c'est comment est-ce qu'on modère notre contenu ? Quel type de modération on peut avoir ? Et est-ce qu'aujourd'hui, en tant que professionnel de la communication, on a des moyens ? Est-ce qu'il y a... Enfin, quel est votre point de vue sur cette idée de modération sur le digital aujourd'hui ? Peut-être Thierry, vu que vous travaillez en plus sur la com de crise... Oui, mais c'est pas forcément de la com de crise. Quand ça devient de la com de crise, c'est qu'on n'a pas fait son boulot. Donc moi, vous savez que je suis un adepte de la prévention et que la prévention évite 80% des crises. Non, je crois que dans ce cadre-là, il faudrait imaginer le système comme des poupées gigognes, si vous voulez, avec un cadre étatique, alors national ou supranational. On peut travailler au niveau de la législation européenne, voire internationale. Internationale, ça me paraît un peu compliqué, mais européenne, pour mettre un cadre qui impose une sorte de modération. C'est plus ou moins le cas, ça commence à se mettre en place. Ensuite, au niveau de l'organisation, employée au sens générique, c'est-à-dire l'équipe de sport, le cinéma, l'entreprise, la multinationale, il faut qu'il y ait une charte d'éthique. Et après, il y a l'individu, parce que quoi que vous fassiez, on en reviendra toujours au début de notre discussion. Communication réelle ou virtuelle, c'est quand même une communication entre des individus. Pour l'instant, ça viendra peut-être plus tard, et d'ailleurs, ça posera un véritable problème avec l'intelligence artificielle. On parle d'homme ou de femme à homme ou femme. On ne parle pas encore à des machines, et des machines ne nous parlent pas, on n'échange pas avec eux comme on échange entre individus. Donc il y a ces trois niveaux-là, et c'est sur ces trois niveaux-là qu'il faut travailler. Alors, le problème, c'est que le plus haut niveau, ça pose un problème diplomatique et politique, c'est évident. C'est-à-dire quand on met en place un cadre national ou supranational, il y a des discussions qui sont en cours au niveau de l'Europe et on n'arrive jamais à se mettre d'accord. Le niveau organisation, ça pose un cadre, macroéconomique et économique, c'est-à-dire qu'il y a des impératifs, il y a des contraintes d'objectifs stratégiques et de choses comme ça. Et puis le cadre individuel, ça pose un problème d'éducation. Et là, on voit bien que l'approche qui doit être faite de ce problème de modération, pas que sur les réseaux sociaux, si c'est dans la vie de tous les jours, et là encore on rejoint le réel, hein, c'est un problème qui doit faire l'objet d'une approche globale, qui touche à la fois la loi, mais qui touche aussi l'éducation, qui touche aussi l'instruction, qui touche l'organisation économique, sociétale. Bref, le numérique est un des aspects de la grande mutation qui serait peut-être demain à entreprendre au sein des sociétés et qu'il faudra faire tôt ou tard. C'est une question difficile de voir comment, d'un point de vue professionnel, on peut en quelque sorte anticiper la réception, dirait-on, dans un langage ancien d'un message. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus une question de circulation. Et de ce fait, je rejoins cette pensée qui voit dans les problématiques de modération une étape ultérieure. Il me semble que la première question à soulever est celle de comment, historiquement, en procédant souvent par la métaphore de la cible, certes, on peut calibrer un message, on pense à un message ciblé, mais on fabrique aussi une forme d'exclusion ou de simplification de ce qu'est un processus de communication à l'échelle d'une société. Donc, si on prend le schéma inverse de ne pas penser à un message ciblé ou de s'en servir juste comme un calibrage stylistique, c'est que nous voyons aujourd'hui comme défi pour les professionnels de la communication, c'est d'anticiper les multiples sphères de reconnaissance d'un message et de voir comment prendre en considération un message qui va être forcément intégré à un dispositif où des publics, des parties prenantes bien diversifiées prennent toute la parole. Et donc, le vertige de la polyphonie, de toutes les voix qui vont accompagner, contrer, discuter, critiquer, reproduire, altérer
un contenu qui avait une intention communicationnelle de départ et les lieux finalement de la nouvelle anticipation stratégique. Et bien évidemment, on ne peut pas anticiper ces choses-là, mais on peut les conceptualiser néanmoins. Peut-être qu'en passant par une figure des parties prenantes, des publics au pluriel, des sphères. Mais tout cela demande des compétences qui s'apprennent souvent de manière assez informelle et empirique, une sorte de littératie, de fréquentation des réseaux, de voir qui sont partisans d'une certaine idée, qui sont les partisans d'une autre idée, un apprentissage empirique. Je pense que c'est ça qui précède l'horizon de la modération, qui est pour le coup, lui, chargé d'autres problématiques plus politiques. J'ajouterais que sur la modération, on en revient encore aux gamers, parce que c'est vrai qu'il y a certaines plateformes qui sont quand même précurseurs sur ces idées de modération, à l'instar des réseaux sociaux traditionnels, Facebook, Twitter. Il y a des plateformes comme Discord ou Twitch qui ont créé vraiment un système de modération, c'est-à-dire que le diffuseur de contenu peut vraiment faire une charte, et tant qu'on n'a pas accepté cette charte, on ne peut pas accéder au contenu. Donc c'est vraiment, il y a de l'avancée dans certains domaines. J'ajouterais aussi, on parlait de l'homme et la machine, qu'aujourd'hui, sur certaines plateformes, les robots sont déjà présents, les bots, justement, les bots, Discord encore, Twitch, Discord bots, qui sont des plateformes précurseurs sur ces choses-là, et qui permettent quand même une certaine modération, et qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas sur les réseaux traditionnels. Et une question qui va être un peu large encore, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que les réseaux dits traditionnels, tels que Facebook, Twitter, s'approchent doucement de la fin quand on voit d'autres plateformes comme Twitch, comme Discord, comme, j'en ai pas d'autres là en tête, YouTube, qui sont en train vraiment de progresser dans la modération de leur contenu? Non, ils s'approchent pas. Ils s'approchent de la fin dans leur forme actuelle, probablement, mais vous savez, ils s'adapteront. Il y a la même loi de l'évolution chez le numérique qu'il y a la loi de l'évolution dans le monde réel. Il y a une sorte de darwinisme numérique qui fait que, pour des raisons économiques, d'abord, parce que ce sont d'abord, et on l'oublie souvent, ce sont des entreprises, elles ont besoin de vivre et de générer donc du chiffre d'affaires. Donc lorsqu'elles rencontrent un obstacle ou une contrainte, elles l'étudient, elles s'adaptent ou elles meurent. Mais les GAFA, moi je pense pas qu'ils vont disparaître, mais ils vont s'adapter. Je disais que Facebook Study avait commencé à réfléchir sur certaines choses dans la Silicon Valley en ce moment. On voit des tentatives pour pouvoir s'adapter à la réalité, pour pouvoir reprendre la main sur le contenu. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un moment, ces plateformes sont redevenues ce qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'être, des canaux de transformation, de transmission de l'information. Mais elles ont voulu pendant un moment pouvoir avoir la main sur les données qui circulaient. Et ça pose d'ailleurs un problème sur les logiques de data marketing et des choses comme ça. Donc elles ont voulu pouvoir un peu contrôler ce qui se passait, mais on se rend compte qu'il doit y avoir une taille à partir de laquelle ce n'est plus possible, et je dirais à la limite ce n'est plus souhaitable. Donc je crois pas que Amazon, je crois pas que pas Amazon, mais je crois pas que Facebook va disparaître, ça je pense pas. En revanche, il va y avoir des rapprochements, il va y avoir des modifications, et puis elles vont s'adapter. Vous, Gustavo, sur cette question-là, vous êtes plutôt d'accord avec Thierry ? Je pense en fait que la question de la modération, elle nous ouvre à un horizon qui est peut-être un avenir, on le vit déjà, mais elle nous met face à des plateformes qui vont évoluer, effectivement suivant une loi d'ajustement, je dirais, à des niches d'usage. Peut-être que, comme on l'a vu, Facebook est passé progressivement vers une niche d'usage et un certain type de public plus âgé qu'il ne l'était au départ, que TikTok, il va aussi vieillir un jour. Donc on va voir les vieillissements générationnels des plateformes et ces adaptations, les nostalgies. Donc ça, c'est une question à observer dans les années à venir. Mais d'autre part, ce qui me paraît très intéressant par rapport à l'horizon de la modération,
c'est de voir que c'est les mots qu'on emploie aujourd'hui pour constater des phénomènes qui sont des phénomènes de pouvoir, qui voient émerger des acteurs dans la société civile qui ont des exigences de justice, qui est une justice qu'on pourrait qualifier soit de justice éditoriale ou algorithmique, où on peut mettre des qualificatifs pour cette forme de demande d'une certaine justice par rapport à ce qui se passe à l'écran. Donc, c'est l'écran comme espace de représentation de la société et il est sous la tutelle de ces entreprises. Donc, c'est normal qu'il y ait ce type de demande, mais ça prend des formes très intéressantes parce que on voit dans les discours des plateformes des prises de parole de plus en plus fondées sur les valeurs qui fondent leurs décisions. Brigitte Simoneau, qui est une chercheuse en sciences de l'information, appelle ça une posture para-institutionnelle. Donc, les plateformes sont comme des institutions de notre société. Enfin, c'est assez radical de les penser comme ça. On voit aussi, par exemple, que le pouvoir politique a recours aux plateformes pour combler parfois un certain déficit de médiation. Donc, des ministres sur TikTok, des hauts fonctionnaires sur Twitch, etc. Donc, dans cette mutation, il y a quelque chose d'intéressant sur le point institutionnel des plateformes et ce qu'on peut attendre d'elles. Et aussi dans la manière dont on accède aux coulisses de cette modération. Le mot est un peu plat, je trouve, de ce pouvoir, disons-le, les coulisses de ce pouvoir, où les critères, les biais ou les erreurs de modération deviennent des leviers des nouveaux militantismes et des nouvelles causes à défendre. Et ça, c'est très intéressant et très contemporain de voir comment une erreur de modération suscite un backlash ou une forme de shitstorm citoyenne dans la conscience critique des utilisateurs des plateformes. Oui, donc une double action, si vous voulez, une action vers le haut des États. C'est le gouvernement italien qui récemment impose à TikTok de supprimer les comptes non vérifiés à la suite du décès d'une fillette de 10 ans qui faisait un challenge. Donc une action vers le haut. Et une action vers le bas, si j'ose dire, des plateformes elles-mêmes, puisque Twitter vient de racheter récemment un système de newsletter payante. Donc on voit qu'il y a... C'est un système de marché, donc moi, je ne crois pas que ces plateformes disparaîtront, je crois qu'elles s'adapteront, mais on en revient et on boucle et on termine, on en revient à l'individu, et tant que l'artisan ne sera pas correctement formé, il n'aura pas la conscience qu'il a entre les mains quelque chose qui potentiellement peut être dangereux, on aura beau mettre toutes les règles et toute la déontologie que vous voulez, ça ne marchera pas. Mais j'ajoute quand même, parce que c'est vrai qu'on parle de Twitch depuis tout à l'heure, il faut quand même savoir que Twitch est Amazon, C'est pas non plus, c'est pas une petite société, ça reste un des réseaux de GAFA. Si ça s'est développé comme ça s'est développé... C'est ça. Alors, initialement, c'était une plateforme indépendante et qui a été rachetée il y a quelques années par Amazon. Donc, voilà, ça montre bien, d'ailleurs. Ça montre, voilà, c'est que ce que j'allais dire. les grands commencent à sentir le voilà, c'est ça. Amazon a vraiment senti qu'il y avait un marché de niche et s'en est bien préoccupé et on voit le résultat aujourd'hui. Je vais vous faire sûrement la dernière question de cette table ronde qui va être large et qui va vous concerner un peu plus personnellement. C'est un avis que j'aimerais avoir de votre part. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que le digital prend trop de place dans nos vies, si évidemment on oublie le contexte sanitaire ? Moi, je réponds très simplement, non, il prend la place que vous voulez qu'il prenne. Rien ne vous oblige à aller sur les réseaux sociaux, rien ne vous oblige. Si vous prenez la pyramide de Maslow, avoir Twitter et TikTok, c'est pas situé sur la base. Donc pour vous, non, il n'y a pas... Non, mais encore une fois, c'est un problème d'individu, c'est-à-dire que vous devenez addict aux réseaux sociaux si vous avez envie de devenir addict. Voilà. Il n'y a pas un cadre. Alors, le cadre est peut-être favorable et vous y incite parce que vos camarades y sont, parce qu'il y a la possibilité d'exister socialement et parce que c'est toujours il y a une espèce de mimétisme social qui fait que si vous regardez pas la télé parce que vos parents ils n'ont pas de télé, vous êtes critiqué à l'école. Ça a toujours été comme ça. Mais après, c'est une question personnelle. Non, on ne peut pas dire que les réseaux... ce sont des outils, les outils, ils prennent la place que vous voulez leur donner dans votre vie. Qu'elles soient petites ou grandes, les deux sont légitimes. Et vous, Gustavo, sur cette question ? C'est une vraie question presque
existentielle aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que, vu le monde dans lequel on vit, considérer que le digital bénéficie aujourd'hui d'une forme d'excès serait critiquer l'existence même ou la forme qu'elle adopte aujourd'hui. Donc, ma réponse irait plutôt du côté d'une décomposition de cette idée un peu monolithique de ce qu'on peut appeler le digital. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés immersives, on pourrait dire. Donc, les expériences du digital sont plurielles, multiples. On ne pourrait pas se soustraire. Une manière peut-être assez efficace de voir comment les points de vue évoluent en la matière serait de considérer les débats sur l'éducation des enfants. Et à quel âge les initie-t-on ou les autorise-t-on à accéder à des écrans? Et comment une posture qui serait réfractaire à une initiation des enfants à la littératie numérique, aujourd'hui, serait peut-être plus critiquable, puisque ce serait presque privé des enfants de levier socialisation en vigueur. Donc la norme bouge. Et pourtant, il y a des études médicales qui sont claires. En dessous de 3 ans, pas d'écran pour les enfants. Bien évidemment, il y a l'argument médical, mais je veux dire... et après, limité quand même. Puisque la question a été formulée avec une gradation, est-ce que c'est trop? La limite a bougé, puisque nous vivons aujourd'hui... C'est une question de personne. Exactement. À chacun de le savoir. Après, sur cette question-là, qui est un peu une question piège, il y a quand même aussi, honnêtement, je pense que le digital, pendant la période de Covid que nous traversons aujourd'hui, est presque devenu indispensable. Ça reste aujourd'hui le seul moyen, un petit peu, de pouvoir voir un peu le monde extérieur. Et ça va passer. Non, mais exactement, mais je pense... Ça va passer. Regardez les jeunes, quand vous leur dites qu'est-ce que vous allez faire quand le virus sera passé, que vous pourrez à nouveau sortir, ils vous disent pas j'irai me mettre sur TikTok. Non, mais ils vous disent on se retrouvera dans la rue, on ira boire un verre, on ira faire la fête. Donc la communication réelle reviendra. En reprenant tout ce que vous avez dit, je pense que le digital s'est quand même vachement développé sur la dernière année. C'est un peu la conclusion qu'on fait au final, c'est qu'il y a vraiment le digital a pris une importance, une présence assez importante en ayant des nouveaux codes, etc. Et aujourd'hui, on n'est plus sur le même digital d'il y a 1 ou 2 ans. Et il y a eu vraiment une évolution sur la dernière année. Et en effet, le monde réel reviendra, mais sûrement avec une digitalisation quand même différente, peut-être pas trop importante, mais différente. Et ça, c'est... Après, en effet, ça c'est l'avis de chacun, mais on peut prétendre que ça dépend de chaque personne. Et que pour une personne, passer 10 heures devant un écran par jour, c'est normal, et pour d'autres, c'est trop. Je vous propose qu'on conclue pour cette table ronde. Merci encore des échanges qu'on a pu faire ensemble. On se retrouve demain pour un atelier encore tous les 3 et on traitera d'un sujet plus ou moins d'actualité. Enfin, pas vraiment, mais on traitera d'un sujet et on essaiera de trouver des solutions. À demain. À demain. À demain.